C'est aussi un historique. C'est 108 ans d'existence, c'est aussi une supply chain étendue, complexe, qui existe toujours, mais qui, lorsque je dis une supply chain complexe et qui a 108 ans, c'est qu'il a aussi connu toutes les étapes de transformation que peut connaître une supply chain à travers les différentes transformations qu'on a connues depuis un siècle. Des transformations, que ce soit d'un point de vue organisationnel, que ce soit d'un point de vue globalisation, ou les technologies et leurs impacts dans ces transformations. Et donc je fais une parenthèse, c'est que oui, sur une supply chain centenaire, il y a des électrochocs. Un des grands électrochocs que beaucoup de gens de la supply chain ont vécu, c'était Fukushima, le dernier énorme, et qui a fait aussi prendre conscience en interne à cette supply chain assez complexe, de pouvoir prendre des mesures assez drastiques. Et donc de repenser, de plus mettre des pansements sur des jambes de bois, mais de repenser l'ensemble. Et donc de commencer par du partage de connaissances, de compétences, etc., de mettre les moyens technologiques pour d'abord servir ça. Et puis après, de servir les logiques d'optimisation classiques qu'on connaît sur le supply demand, sur l'optimisation de stock, sur la partie manuf. Donc on a inversé la manière de voir les choses parce qu'on a d'abord centré sur les opérationnels, sur ce dont ils ont besoin, avant de centrer sur les flux ou sur le physique. Et ça, c'était quelque chose de clé, et c'était innovant, même pour nous, c'était quelque chose d'assez différent. Et donc c'est ce qui a permis justement d'aller un peu plus loin dans la transformation et de rendre ce qu'on appelle la supply chain plus intelligente, plus cognitive, c'est-à-dire que voilà, elle va être une sorte d'auto-apprenante, et c'est des choses qui maintenant sont reconnues par le marché. Et ça, c'est voilà, cette expérience qui justement nous pousse à chaque fois partager ces retours d'expérience sur le terrain, et c'est quelque chose que les entreprises qui sont connues comme performantes sur le marché, elles le sont parce qu'elles ont des supply chains performantes. Quand on voit le dernier top 25 des supply chains, toutes ces entreprises-là, on voit bien la corrélation entre une supply chain performante et une entreprise rentable. Et on voit bien que dans tous ces logos-là, quelques exceptions près, il y en a peu qui ont des problèmes de rentabilité, de business model, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la supply chain, pas que la logistique de bout en bout, hein, la supply chain, c'est l'épine dorsale. C'est l'épine dorsale de l'entreprise, c'est ce qui permet de rester debout, de marcher, d'accélérer, etc. Et puis ils ont pris conscience aussi que la supply chain a besoin d'un représentant au COMEX. Donc pratiquement tous ont un représentant au COMEX qui est ce qu'on appelle CSCO, Supply Chain Officer, ou bien VP Supply Chain. Et donc la supply chain qui rentre au COMEX des entreprises, c'est un premier signal pour justement montrer que l'entreprise veut transformer la supply chain. Et pourquoi? Parce que ça commence à devenir urgent, de plus en plus urgent, parce que la complexité, elle est là. On voit très bien le schéma que vous avez montré sur la synchronisation. C'est juste sur le territoire. On imagine bien lorsqu'il faut synchroniser les flux, lorsqu'il faut gérer des flux sur une échelle plus étendue avec plusieurs fournisseurs, plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs. Et cette complexité, elle est accrue à chaque fois avec plus de volatilité, avec plus d'incertitude, avec plus de compétitivité, plus de tout un tas de facteurs qui viennent justement mettre beaucoup de pression sur qui? Sur la supply chain, parce que le client veut ses marchandises plus vite, l'entreprise doit être plus performante, il faut gérer les aléas, il faut gérer les congestions, il faut gérer les ruptures, il faut gérer les dysfonctionnements, etc. Et donc à chaque fois, ça retombe sur la supply chain, et justement la technologie doit être là pour aider la supply chain à être plus performante, mais aussi aider les opérationnels de la supply chain, c'est souvent ceux qu'on oublie, à être plus performants. Et c'est justement le point. Et la technologie ne doit pas être juste prise comme un outil pour tester, pour faire des POC, faire des pilotes, pour dire « Ah oui, j'ai testé ce que c'est la blockchain, j'ai testé ce que c'est l'IA, maintenant je passe à autre chose parce que j'ai du day-to-day, j'ai mes opérations de tous les jours à faire et j'ai mon business à faire tourner. » Mais de pouvoir avoir une approche à la fois holistique en interne, c'est il y a les technos, il y a les process, mais il y a aussi les données, sans les données on ne peut rien faire, et il y a l'humain dans tout ça, parce que les technologies c'est pour qui? C'est pour des opérationnels, que ce soit des planeurs, des logisticiens, des gestionnaires de transport, des opérateurs dans un entrepôt, etc.
Et ça, ce n'est pas suffisant, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un monde globalisé, donc on travaille beaucoup avec un écosystème de fournisseurs, de clients, de sous-traitants, de compétiteurs. Et donc il faut pouvoir lever aussi toute ambiguïté sur les échanges avec les écosystèmes et les fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose de clé. Et donc on voit bien l'angle technologique qui, au final, tout petit par rapport à toute l'approche qu'il faut avoir. Et donc c'est ça qui fait la différence. C'est si on commence par le petit angle technologique et qu'après on finit et qu'on regarde, on se dit ah, bah, il reste encore tout un chemin. Et lorsqu'on prend cette vision d'ensemble et qu'on commence à travailler en cohérence, là on voit des projets qui partent d'innovation, de laboratoire et qui deviennent à l'échelle assez rapidement. Et c'est un peu le problème qu'on peut voir en France, c'est beaucoup de POC, beaucoup de pilotes, assez peu de mise à l'échelle, parce que assez souvent, c'est souvent pensé technocentrique et pas forcément en mettant l'humain. Et lorsqu'on parle beaucoup de techno, ben, il y a la perception aussi de l'homme, des opérationnels. Ben, cette techno, elle est là pourquoi? On parle du DIA qui remplace les humains, on parle de toute la partie automatisation en entrepôt, etc., ben, qui au final va remplacer tous les people. Et on a cette image-là, qui au final, on a tout qui est automatisé en bas, et puis une sorte de tour de contrôle avec des cols blancs qui sont là pour piloter des dashboards et pouvoir piloter l'ensemble. Et ça crée un sentiment de résistance naturelle, c'est de dire, bah oui, si c'est comme ça, bah moi je ne mettrai pas dedans, je ne vais pas forcément m'appliquer pour faire quoi que ce soit. Donc forcément, ça crée un certain nombre de réactions qui sont classiques, que ce soit de la résignation, de la critique, ou des gens qui sont plus attentistes, voire même certains qui vont saboter des projets, qui ne vont pas donner des données, ou qui vont donner des fausses données, pour pas que ça marche. Et donc ça, c'est quelque chose qui, justement, vient parce qu'il y a un manque de communication, il y a un manque de... Les Anglais appellent ça le why. C'est, avant de dire je travaille sur quelque chose, c'est le pourquoi. Et il faut bien expliquer le pourquoi à chacun, pour après dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais et comment je vais le faire. Et c'est cette inversion, c'est comme ça que l'appel là, c'est remis sur pied et qui a commencé à performer et tous les autres. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez clés, c'est qu'on oublie l'humain, on oublie sa perception de la technologie, et quand je parle de l'humain, je parle de tous les corps de métier qui peuvent travailler dans la supply chain. Et à chacun va avoir une perception différente. Parce que l'IA peut apporter de la valeur à peut-être un planeur, mais les opérationnels qui sont sur le terrain, bah, à quoi ça va leur servir? Donc il faut que chacun ait son message clé. Pourquoi? Parce que lorsque la technologie est bien comprise, bah, elle est adoptée facilement. Et oui, même sur des cas extrêmes, lorsqu'on a une utilité de la technologie, elle est adoptée. Et ça, c'est quelque chose de naturel. Et maintenant, qui a été théorisé, qui a été sujet d'études, etc., c'est qu'il y a des étapes pour les technologies avant qu'elles soient adoptées. Et cette pyramide, j'ai oublié son nom, mais c'est un philosophe, chercheur en nouvelles technologies, qui a justement théorisé cette notion de courbe d'adoption des technologies. Et on voit bien entre ce qui est envisagé, opérationnel, et ce qui est naturalisé. L'heure, qui se pose la question maintenant, est-ce que l'heure c'est une innovation technologique ou pas? Le téléphone, le GPS, c'est devenu des choses qui sont dans nos quotidiens. Et voire parfois vitaux, parce que ça a été accepté et compris, parce que ça a un apport personnel au quotidien pour chacun. Et donc là, oui, c'est important. Et le cap important, c'est ce que j'ai souligné en rouge, c'est le passage entre des applications et l'acceptation. Et ça, c'est important. Et c'est là où on est dans la partie supply chain, lorsqu'on parle de réalité augmentée, d'IA, de blockchain, de jumeaux numériques, d'automatisation d'entrepôts, etc. C'est oui, il y a des applications, il y a des business cases derrière, ça apporte de la valeur, mais de là à ce que ça soit accepté plus généralement, là, c'est un travail à faire, et c'est l'humain, justement, qui fait que le passage soit assez rapide. Et qui dit ce passage rapide, donc acceptation, donc mise à l'échelle, donc économie d'échelle et tout ce que vous connaissez par la suite. Et ça, c'est important. Autre chose, c'est que lorsqu'on parle de technologie, on se focalise souvent sur les employés, les opérationnels, c'est eux les freins, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas changer leur manière de fonctionner,
leur quotidien, leur sortir de leur zone de confort. Mais on oublie le top management et assez souvent, de l'aveu d'un des grands capitaines aussi de l'industrie, les DG sont les premiers freins à la transformation. Parce que c'est eux qui doivent donner l'impulsion pour dire il faut y aller. Donc donner l'impulsion, il ne suffit pas de dire des choses dans un COMEX et de passer à autre chose, mais de donner l'exemple aussi. Celui qui dit qui veut leader le change, bah, c'est le DG qui doit commencer à leader le change. Distribuer des initiatives, faire porter des initiatives à chacun de ces mid-management. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a toujours, et je vois plein de clients qui disent bah, je fais des projets, je construis business case, mais quand je vais voir mon DG pour lui présenter, j'ai tout de suite un refus, c'est ah oui, bah, ton ROI, moi je peux le faire juste en optimisant 2-3 trucs sur mon core business, alors que ton innovation qui va faire mobiliser plusieurs personnes, le ROI, bon, moi je peux faire mieux avec l'autre. Donc c'est là où c'est le problème, c'est que on parle d'innovation, il y a le terrain qui remonte les informations, qui dit ça m'apporte au quotidien, etc. Mais si la direction générale n'est pas synchronisée avec ça, bah, ça ira toujours dans le mieux. Autre chose, c'est lorsque, oui, on a peut-être l'impulsion, on a l'adhésion de la direction générale et il y a besoin d'identifier des technologies qui vont servir, bah, après il y a besoin d'avoir des personnes sur le terrain qui justement doivent aider à faire accepter cette technologie-là. Et donc, les personnes, les profils doivent devenir de plus en plus polyvalents parce que les technologies avancent tellement vite, les cycles sont tellement courts, et donc il faut être capable de travailler sur plusieurs technologies en même temps, tout en gardant son cœur de métier classique, de pouvoir donner les feedbacks métiers pour que la technologie s'adapte, c'est ça l'objectif, hein, au métier de chacun, d'accord. Et ça, c'est un thème aussi qui sera abordé par la suite. Et ces profils-là, qui sont hybrides, polyvalents, qui doivent faire tout, qui sont au final dans 5 pattes, mais qui commencent à exister, parce que les jeunes générations aujourd'hui commencent à avoir cette mentalité de devenir acteurs, de ne pas juste sortir d'école et faire leur boulot de tous les jours, etc. Mais ils deviennent acteurs dans des associations, ils deviennent acteurs à devenir un peu plus actifs dans leur écosystème, que ce soit professionnel ou personnel, et ils deviennent plus exigeants. Quand on parle de crise des talents, de logistique, il y a toute une notion d'image, parce que si une entreprise ne fournit pas les outillages nécessaires pour qu'un jeune puisse travailler en sérénité, bah, il ira ailleurs. Et donc, je discute avec des entreprises du CAC 40 où les patrons de supply chain ils disent bah, les planeurs, j'ai du mal à les garder parce qu'ils vont faire le choix entre une entreprise où ils ont des meilleurs outils assez faciles ou que de rester chez moi où il faut aller sur 5-6 outils à chaque fois, plus Excel qui est l'outil master de tout. Et ben, à faire le choix, on va choisir une qualité de vie dans laquelle ils sont moins stressés au travail et puis il y a une assistance au quotidien. Comme ça, ils peuvent se consacrer aussi à gérer leurs interventions extra-professionnelles, etc. Et ça, c'est important. Et donc, la guerre des talents en supply chain est aussi accélérée, activée, catalysée par des technologies qui sont appropriées à chacun des métiers. Et ça, c'est important. Et c'est quelque chose, je pense, qui sera aussi abordé par la suite. Donc, pour résumer, en conclusion, oui, on parle de supply chain du futur, on parle de technologie et de données, oui, ça c'est clé, mais on parle aussi beaucoup de partenaires et d'écosystèmes, et l'exemple que je t'ai montré, Pascal, c'est l'exemple parfait, c'est que ça ne se fait pas en autarcie, chaque entreprise toute seule, mais il faut travailler en collaboration avec son écosystème proche et moins proche. Et ça, c'est important. On commence par les fournisseurs, les clients, etc., parce que c'est comme ça qu'on arrive à l'échelle. Et surtout, c'est que ça soit centré sur l'humain, c'est au final des utilisateurs, des opérationnels qui vont utiliser la technologie. S'ils ne le font pas, bah, le projet il est payé et puis bah, il n'est pas adopté. Voilà. Donc je termine par ça qui est un peu provocateur, c'est que les technologies comme l'IA, comme blockchain, comme l'automatisation ne vont pas remplacer l'homme, mais comme ce qui s'est passé avec Internet, comme ce qui s'est passé avec d'autres technologies avant, bah, ceux qui travailleront avec ces technologies remplaceront ceux qui ne le feront pas. Et ça, c'est une révolution qu'on vit comme on l'a vécu avec Internet. Tout un tas de métiers ont changé. Et là, on sait que plus de la moitié des métiers vont changer dans les 10-20 prochaines années. Voilà pour moi. Merci Yacine, on vous a accueilli très fort et merci.